Encore une fois, merci. Merci à tous ceux qui sont dans la salle, qui sont venus écouter les intervenants. Merci aux intervenants. Tous n'ont pas pu rester. Et un grand merci à tous les militants et à tous ceux qui, de République Souveraine, ont organisé cet événement. Pour ceux qui ont l'habitude, vous savez que c'est énormément de travail. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans la soute pour que le cargo avance. Comme dans la société, il ne faut pas les oublier. Et je voudrais vraiment les saluer et les remercier. Alors c'est une journée que nous avons choisi de faire. Une université d'automne et pas une université d'été, et de le faire le 16 novembre. C'est bien à dessein, et c'est parce que, évidemment, le 16 novembre, et c'est l'anniversaire de la mobilisation des Gilets jaunes. Et nous avons voulu mettre cette journée sous le signe des Gilets jaunes. Donc ce n'est pas une journée de concurrence aux Gilets jaunes, bien évidemment, et à la mobilisation qui, visiblement, a été très difficile, puisque pour la deuxième fois dans l'histoire de France, quand l'Allemand siège à la préfecture de police, ça pose des problèmes. Il a mobilisé un nombre considérable de policiers qui n'en peuvent plus et littéralement empêché une mobilisation correcte des Gilets jaunes. D'après ce qu'on a entendu, il y a déjà 2 personnes qui ont été blessées à nouveau à l'œil, donc à nouveau des tirs tendus de LBD. Donc à nouveau une mise en tension voulue par le gouvernement. Et puis certains ont eu du mal. Monsieur Jean-Michel Quatrepoint a failli ne pas venir parce qu'il a dû trouver un moyen pour arriver jusqu'ici, parce qu'un tiers de Paris est fermé. Voilà, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de métro, et les taxis n'osent pas se rendre dans des zones extrêmement dangereuses socialement, comme le 8e arrondissement. Donc voilà, c'est une journée comme un hommage aux Gilets jaunes, et j'entends bien le mot, c'est le mot hommage. Il est utilisé à dessein. Hommage parce que depuis 2005 et la mobilisation populaire contre le traité constitutionnel européen, malgré la volonté des élites et des médias, c'est le premier véritable sursaut de souveraineté dans ce pays, et il nous vient directement du peuple, spontanément, auto-organisé. Il paraît que même Poutine n'est pas intervenu pour mobiliser les Gilets jaunes. C'est dire. Donc aujourd'hui, on a eu énormément de discours, d'interventions. C'était très très riche. Il y a beaucoup à en retirer, beaucoup à travailler, beaucoup à analyser. Est-ce qu'on est d'accord avec tout, pas d'accord avec tout? Voilà, ça va être un travail qui va se faire à République Souveraine, et tous ceux qui voudront le faire avec nous. On m'a fait des remarques, y compris sur les réseaux sociaux tout à l'heure, qu'on n'a pas parlé de tout. Et donc, par exemple, on m'a dit que vous n'avez pas parlé des féminicides. Ben oui. Non, c'est un problème de civilisation très important. C'est absolument pas normal. Comme c'est pas normal qu'il y ait ça dépend des statistiques et des modes de calcul, entre 2 suicides de paysans par jour et 1 tous les 2 jours. C'est inadmissible qu'il y ait autant de féminicides. Donc oui, on n'en a pas parlé. Mais en gros, sur cette question des féminicides, les associations de protection des femmes battues, les associations féministes, les juristes, tous les professionnels de ce domaine ont déjà répondu. On sait très bien ce qu'il faut faire. Il faut financer des centres d'accueil d'urgence pour les femmes en détresse, et immédiatement, pas demain ou dans 4 jours. Il faut qu'il y ait des policiers formés, si possible des femmes, et pas que ce soit des gens épuisés qui ont fait 2 tours de suite et qui ne veulent pas répondre et disent parfois « mais rentrez chez vous, on verra demain ». Il faut évidemment financer tout cela, il faut que la justice puisse agir. Ce n'est pas le seul problème, les féminicides. On a l'hôpital, on a les pompiers qui maintenant expliquent qu'ils ne peuvent pas intervenir dans certaines zones du pays en moins de 20 minutes. On a l'école qui va très très mal depuis très longtemps. On a les policiers qui descendent dans la rue et qui sont en colère. On a les routes et les infrastructures qui sont en moins en moins bon état. On a les armées qui n'arrivent pas à fonctionner. Encore un texte vient de sortir du général Lecointre, le chef d'état-major des armées, qui explique que là, il va falloir faire un arrêt, monsieur le président, parce que avec toutes les opérations extérieures et avec le territoire maritime qu'on me demande de couvrir, j'ai pas les moyens. Voilà, tout le monde est fatigué, tout le monde est lessivé, il y a des militaires qui finissent pas leur contrat, on n'a pas assez de frégates, donc voilà, agissez. On a dans ce pays 20% de chômeurs. Ah, c'est pas moi qui le dis, 20% de chômeurs, c'est pas les 10 ou les 8,5, c'est Eurostat.
donc l'agence de statistique de l'Union européenne. Alors il compte dans ces 20%, il compte tous les chômeurs réels, ceux qui sont dans les 8,5% de ces différents gouvernements qui ne luttent que pour abaisser les chiffres du chômage, mais qui sont en fait en guerre concrètement contre les chômeurs, comme le montre la nouvelle réforme sur l'assurance chômage. Non, ils additionnent tous ceux qui sont en travail partiel, tous ceux qui ne se déclarent plus, tous ceux qui sont dans des emplois précaires. On arrive à une personne sur 5 qui, en France, n'arrive pas à vivre dignement ou ne vit pas du tout dignement de son travail. Tout ça, ce sont d'immenses soucis. Mais à la fin, on sait très bien qu'est-ce qui ne va pas. Il y a un manque de moyens et un manque de financement. Et ce qui va avec, il y a un manque de volonté politique. Alors c'est quand même très étonnant, puisque nous sommes dans la 5e puissance mondiale, et nous sommes frappés comme d'une désolation qui s'aggrave sur tous ces sujets, comme si nous sommes dans une nouvelle étrange défaite de ce qu'avait écrit Marc Bloch au moment de la déroute face à l'Allemagne nazie. Une très étrange défaite, alors qu'on a tout à fait les moyens, et on sait d'où elle vient. Ouais, je ne vais pas revenir, ça a déjà été dit, beaucoup le pensent ici, les intervenants l'ont dit bien mieux, mais c'est Maastricht, c'est l'UE, c'est tous les critères de convergence, ce sont l'ensemble des traités de libre-échange, c'est le dumping social, le dumping social évidemment, qui est organisé par l'Union européenne, par les travailleurs détachés ou par les délocalisations d'entreprises qui sont facilitées. C'est le dumping fiscal qui fait qu'il y a moins de recettes et qu'on se demande comment est-ce qu'on va réussir à faire rentrer des recettes de ceux qui sont capables, comme ça a été expliqué, de mettre leurs sièges sociaux à Amsterdam ou encore ailleurs. Bref, tout ça a été dit. Il y a un sort de triptyque qui s'est mis en place il y a 35-36 ans et qui fonctionne à merveille pour les élites au pouvoir. D'un côté, on a un dépérissement de l'État, et qui est un grand problème pour nous. Nous considérons qu'il faut revenir à une force de l'État sous contrôle du peuple. Mais il y a un dépérissement de l'État. Et qui est-ce qui fait dépérir l'État? Mais c'est le capital. Le capital, non pas entendu comme les patrons, bien évidemment, le capital entendu comme cette force de destruction planétaire, de cette transformation qu'il y a eu entre le capitalisme industriel et national à un capitalisme financier et international qui n'en a que faire des nations auxquelles appartiennent les divers actionnaires. Donc il y a un dépérissement de l'État qui permet une grande transformation, celle dont a parlé Karl Polanyi. Donc le transfert du bien public vers les intérêts privés et qui s'organise très facilement, comme on l'a expliqué Jean-Michel Quatrepoint avec tout ce pantouflage. Et tout ça est permis grâce à la dette, ou l'argument de la dette plutôt, qui n'est jamais remboursé, qui sert à justifier les réductions dans toutes les dépenses publiques et toutes les reculades. Ça a été très bien dit par Olivier Delorme quand il a parlé de la situation en Grèce. Donc on dit certains disent comme Emmanuel Todd qu'on est dans un régime d'impuissance volontaire, ou que les élites n'écoutent pas le pays. Nous pensons que c'est bien plus grave, qu'en fait que nous sommes dans un régime de destruction volontaire de l'État et de la République sociale, et qu'il est parfaitement organisé par des gens qui sont en conscience, qui font les choses en conscience. Et c'est en accélération. Nous avons la privatisation d'ADP, nous avons la privatisation de la Française des Jeux, nous avons le bradage de toute l'industrie de défense par bout, ça a été très bien expliqué. Nous allons avoir la privatisation des barrages, ce qui est complètement insensé si on veut avoir une industrie nucléaire qui fonctionne de manière sécurisée. On brade les satellites, le gaz, bref, tout ça a été dit. Et quand je dis que nous pensons que c'est volontaire, je reprends, parfois il y a des gens comme Denis Kessler qui sont très très honnêtes. Alors Denis Kessler, pour ceux qui ne connaissent pas, a été le vice-président du MEDEF, et à une époque, en 2007, il avait fait un entretien dans Challenge où il expliquait très clairement que l'objectif était de récupérer ce qui avait été perdu au moment du CNR. De récupérer tout ce qui avait été concédé par le programme des jours heureux. Et moi, j'imagine, comme beaucoup d'entre vous et beaucoup de citoyens, je suis indigné, comme disait Hessel, puisque nous sommes dans la salle Hessel ici. Indigné et en colère quand on lit ce qui est arrivé à Pierucci, quand on lit ce qui est arrivé à Alstom, quand on lit Laurent Isard et la découpe industrielle de la France, quand on voit ce qui s'est passé avec Alcatel, quand on voit comment sont traités les anciens dans les EHPAD, comment parfois on n'arrive pas à être soigné dans les urgences, dans les hôpitaux,
quand on apprend qu'on va avoir 13 hôpitaux, 13 urgences pédiatriques qui vont avoir des difficultés à assurer les urgences pédiatriques en Île-de-France, et pas dans le sud de la Serbie, en Île-de-France. Ça n'a pas provoqué un émoi. Monsieur Philippe n'est pas descendu avec Madame Buzyn pour dire c'est horrible avec BFM, nous allons investir et sauver les enfants qui risqueraient d'en périr ou d'en avoir des séquelles. Non. Donc on a une situation très dégradée et face à cela, on a eu le soulèvement des Gilets jaunes. François Boulot, hier soir, il était sur France Info, sur cette émission très pénible à écouter qui s'appelle Les Informés. Et oui, la voix de son maître. Et il expliquait une dame, j'ai oublié laquelle, lui expliquait que il y avait une extinction du mouvement des Gilets jaunes. Bon, moi je pense que ce n'est que le début. Et visiblement, ils n'ont pas vu la mobilisation des pompiers, des urgences, des hôpitaux qui viennent de faire quasiment plier le gouvernement, des étudiants, des cheminots, même y compris ceux qui dépassent leur syndicat, des avocats, des policiers. Ils ont mis les policiers quand même, les avocats dans la rue quand même, c'est incroyable. Et bientôt, ils vont mettre les banquiers. Parce que si vous suivez les informations sur les banques, ce sont des dizaines de milliers d'emplois qui vont être supprimés dans les banques parce que les banques sont tombées dans... elles essayent de battre les sous-marins dans l'atteinte des profondeurs dans leur cotation. Visiblement, la banque la meilleure du monde, celle de Berlin, la Deutsche Bank, est celle qui souffre le plus. Donc c'est très très mauvais signe quand on a des taux négatifs et que des banques licencient massivement. C'est un très mauvais signe sur la situation globale de l'économie. Bref. Il y a là, nous on considère une convergence des luttes, une convergence de tous ceux qui veulent récupérer ce qui a été perdu et qui posent la question de la trahison des élites. Ceux qui sont au pouvoir nous ont d'une manière ou d'une autre trahis. Et là, nous pensons que tout est à reconstruire, que tout est à repenser, que nous devons, ce que nous devons faire à notre époque, ceux qui veulent ici, c'est refaire un nouveau Conseil national de la résistance, refaire un nouveau programme des jours heureux. Et c'est ça l'objectif de la République souveraine. J'ai entendu, si je retenais un mot de tous les débats, de tous les intervenants, et je pense qu'on va devoir le mettre au pinacle dans notre mouvement, c'est le mot vouloir. Voilà, vouloir. Il faut vouloir réellement faire ce que l'on dit, ne pas faire comme on fait tant de politiciens depuis 30 ans, annoncer des choses et ne pas les faire. Donc voilà, c'est ça l'objectif, c'est pourquoi on est là, c'est pour ça qu'on vous a proposé de venir, que vous soyez intervenant, sympathisant, que vous veniez écouter, que vous vous demandiez que sont ces gens bizarres. C'est de construire un nouveau programme, de réfléchir tous ensemble comment on peut le faire. C'est aussi de faire des ponts entre des mouvements et des morceaux de la société qui ont, je pense, été artificiellement mis en opposition, en particulier sur cette question de la souveraineté qui relie considérablement. Ce n'est pas pour rien que La République En Marche ou leurs prophètes comme Attali s'attaquent systématiquement aux notions de souveraineté, y compris en les assimilant à l'antisémitisme, ce qui est quand même, on arrive à un niveau de délire assez élevé. Et nous, ce qu'on voudrait offrir, c'est une possibilité de satisfaction, de faire œuvre utile, tous ensemble. Donc pouvoir se projeter en tant que peuple dans l'avenir et se préparer aux événements qui arrivent. Alors, s'il ne se passe rien de grave, s'il n'y a pas d'effondrement, c'est 2022, parce que c'est comme ça qu'est construite la Ve République. Et l'idée n'est pas de savoir quel va être le candidat pour nous, mais d'être plutôt ceux qui vont contribuer à unifier derrière un candidat. D'ailleurs, on peut ne pas être candidat, c'est absolument pas le problème. De toute façon, dans ce pays, ceux qui veulent prendre le pouvoir, ils doivent avoir au moins 500 personnes à mettre au pouvoir, si ce n'est pas 1000. Donc il y a du boulot pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent participer et contribuer. Mais c'est aussi se préparer à une éventuelle catastrophe. Qu'est-ce qui se passe si demain, effectivement, tout s'effondre encore pire qu'en 2007-2008 ? Il va bien falloir avoir des gens qui puissent répondre. Et avoir un programme, c'est une bonne chose. Mais avoir réfléchi aux moyens de le mettre en œuvre est un travail extrêmement important et qui ne peut être fait que par tous ceux qui veulent bien participer à cette œuvre collective. Donc voilà, nous, on propose, on a besoin des compétences et de bonne volonté
de gens qui veulent se préparer. Et si c'est à sortir de l'Union européenne et de l'euro, eh ben, ça demande à se préparer. C'est encore plus compliqué que tout le reste. Ça ne peut pas être juste une déclaration ou dire « Ah, c'est l'article 50 ». On voit bien l'effet extraordinaire qu'a l'article 50 sur le Brexit. Visiblement, c'est un peu plus compliqué. Donc, si c'est ça l'objectif, et on peut se douter que, compte tenu de ce besoin de souveraineté qui est réclamé par tous les manifestants des Gilets jaunes aux hôpitaux en passant par les policiers, on voit bien que ce qu'ils demandent s'oppose à toutes les politiques voulues par l'Union européenne. Je vais bientôt conclure. Ouais, je ne vais pas être trop long, ça va aller. Je vais bientôt conclure. Encore une fois, c'est une question de volonté. J'ai parlé de désolation, il y a bien des problèmes dans notre pays, mais j'ai connu la Russie en 98-99. Alors, c'est pas pour faire une apologie de la Russie ou de Poutine, c'est juste de dire que l'état dans lequel était la Russie en 99, c'est un état de quasi-effondrement de l'état. J'ai cru que j'allais voir de mon vivant un état puissant complètement disparaître dans les mains de la mafia, de Margoulin, un chaos, mais que vous pouvez même pas vous représenter. En fait, en Occident, personne ne se représente le chaos total qu'était ce pays en 99, et il est revenu en 18 ans sur le devant de la scène politique. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, juste, ils ont eu des dirigeants qui ont pu remettre leur pays sur les pieds. Ils l'ont fait relativement rapidement en partant de beaucoup plus loin. Donc c'est vraiment une question de volonté. Et voilà, je pense que nous sommes tous ici, enfin, nous espérons que nous sommes tous ici parce que nous considérons que le bien du peuple, eh ben c'est la nation. Et que c'est ça qui mérite de défendu. C'est-à-dire cette république une et indivisible, sociale et laïque. Et nous pensons que là, il y a la rupture entre essentielle dans notre pays, entre ceux qui veulent défendre la nation et ceux qui sont contre la nation. Et pour défendre la nation, eh bien, là où il y a encore une fois, ça a été dit tout à l'heure, là où il y a une volonté, il y a un chemin, et je vous propose de rejoindre ce chemin pour ceux qui le veulent. Merci.